dans le chapitre précédent sur les primitives, on avait vu que donc, la condition d'existence d'une primitive d'une fonction f sur un intervalle i, elle est que la fonction f devait être continue sur l'intervalle i. Donc, toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur cet intervalle. Autre chose aussi qu'on avait vu, c'est les primitives de la fonction f de x égale à 1 sur x puissance n. Pour cette primitive, il y avait une condition sur n. N devait être un entier naturel non nul, mais est différent de 1. N devait être différent de 1. Et dans ce cas, une primitive de f, on se rafraîchit la mémoire, c'était moins 1 le tout sur n-1 x à la puissance n-1 plus une constante c. Dans le cas où n est un entier naturel non nul, différent de 1. Maintenant, question, donc lorsque n est égal à 1, quelle sera une primitive de cette fonction? Donc si n est égal à 1, qu'est-ce qu'on obtient? Donc dans ce cas, f de x sera égal à, on aura la fonction f de x égale 1 sur x. Première question qu'on se pose, c'est cette fonction admet-elle une primitive? De toute façon, elle ne fait pas partie de cette liste-là, parce que là, n devait être différent de 1. Or, ici, f de x égale 1 sur x, cela veut dire que la puissance de x, donc, c'est égal à 1. Cette fonction d'abord, première question, admet-elle des primitives? Si oui, c'est dans quel intervalle? Cette fonction f de x, qu'on appelle la fonction inverse, f de x égale 1 sur x, voilà. Pour justifier si elle admet ou non des primitives, elle est définie sur R étoile, R privé de 0, voilà. C'est-à-dire moins l'infini 0 vers union 0 plus l'infini. Est-ce qu'elle admet des primitives donc ou sur l'un de ces intervalles? La question, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que cette fonction f de x égale 1 sur x, est continue sur 0 plus l'infini, elle est continue sur moins l'infini 0. Et puisqu'elle est continue sur 0 plus l'infini, or toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle, donc la fonction f de x égale 1 sur x, qu'on appelle la fonction inverse, admet des primitives sur l'intervalle 0 plus l'infini. F de x, donc 1 sur x, est continue sur 0 plus l'infini, donc elle admet des primitives sur 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. F admet des primitives, une infinité, et parmi toutes ces primitives, il y en a une qui s'annule en 1. Il y a une de ces primitives de f de x égale 1 sur x qui est définie sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Et cette primitive, c'est une fonction particulière qu'on appelle la fonction logarithme népérien. Donc la fonction logarithme népérien, c'est qui? C'est laquelle? C'est la fonction qui est la primitive de la fonction inverse 1 sur x, ou dans l'intervalle 0 plus l'infini, et qui a comme condition initiale qui s'annule en 1. Cette fonction donc, cette primitive s'annule en 1. C'est-à-dire prend la valeur 0 en 1, et cette fonction qu'on appelle la fonction logarithme népérien. Donc cette fonction sera l'objet de notre chapitre d'aujourd'hui, sera intitulé donc les fonctions logarithmes. Parmi ces fonctions logarithmes, il y a celle que nous venons d'introduire, qu'on appelle la fonction logarithme népérien.
Et la fonction logarithme népérien, quelle est sa définition? C'est celle que nous venons de dire. Donc, définition et notation. On appelle fonction logarithme népérien la fonction qui est la primitive de la fonction f de x égale 1 sur x sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Donc la fonction logarithme népérien sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1. Donc voilà la définition complète de la fonction logarithme népérien. Donc elle est notée, cette fonction, puisqu'on avait dit définition et notation. Ln. Donc L comme logarithme et N comme népérien, mais attention, en minuscule. Donc Ln, la fonction Ln, qu'on appelle donc la fonction logarithme népérien. Et quelle est sa définition? C'est la primitive de la fonction inverse, la fonction 1 sur x, ou sur l'intervalle 0 plus l'infini, et qui fait quoi? Et qui s'annule en 1. Et puis elle est notée donc Ln. Et de cette définition, nous pouvons tirer quelques conséquences de cette définition de la fonction Ln. La première conséquence, donc, de cette définition, c'est que la fonction logarithme népérien notée Ln, elle est définie où? Parce qu'une fonction primitive, donc c'est vu dans le chapitre précédent, une fonction primitive est définie dans le même intervalle où est définie la fonction dont elle est la primitive. La fonction logarithme népérien est dans la primitive de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc la fonction Ln, première conséquence de la définition, est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Première conséquence. Deuxième conséquence, on a dit que c'est la primitive de la fonction inverse. Et puisque c'est la primitive de la fonction inverse, cela veut dire qu'elle est dérivable et sa dérivée c'est égal à combien? C'est égal à 1 sur x, la définition même de la primitive. Donc la fonction Ln, deuxième conséquence, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Okay. Et quelle est sa dérivée? Quel que soit le réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la dérivée de la fonction Ln, donc Ln de x prime, sa dérivée, c'est égal à 1 sur x. Donc, conséquence qui découle directement de la définition d'une primitive, puisque c'est la primitive de la fonction inverse 1 sur x sur 0 plus l'infini. Troisième conséquence de cette définition, on nous dit dans cette définition que cette primitive, c'est la primitive qui s'annule en 1. Cela veut dire que la fonction Ln s'annule en 1. C'est-à-dire Ln de 1 égale à 0. Et de cette conséquence aussi, donc on a, puisque cette fonction est dérivable, puisque la fonction Ln est dérivable sur i, alors elle est aussi continue sur i, puisque toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle. Donc on récapitule. La fonction Ln, c'est la fonction primitive de 1 sur x
sur l'intervalle 0 plus l'infini et qui s'annule en 1, qu'on appelle la fonction logarithme népérien et qui est notée Ln en minuscule. Et quelles sont les conséquences de cette définition? Première conséquence, elle est définie sur 0 plus l'infini, là où est définie la fonction dont elle est la primitive. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini par définition même de cette fonction, puisque c'est une primitive. Et puis enfin, elle prend la valeur 1 en 0, cela veut dire que Ln de 1 égale 0. Donc voilà la définition et les conséquences de la fonction Ln. De cette définition, on pourra trouver donc une fonction Ln étant donnée, trouver son ensemble de définitions. Donc exemple, soit la fonction f de x égale Ln de moins x plus 2. Question, puisque en présence d'une fonction, le premier réflexe c'est de trouver son ensemble de définitions. Donc quel est l'ensemble de définitions de cette fonction f de x égale Ln de moins x plus 2? Condition d'existence, f de x existe à quelle condition? Si et seulement si moins x plus 2 est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que la fonction Ln est définie sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire l'expression à laquelle s'applique la fonction Ln, cette expression doit être dans 0 plus l'infini, donc strictement positive. Et quelle est l'expression pour notre exemple ici? C'est moins x plus 2. Moins x plus 2 doit être strictement positive, ce qui nous donne moins x strictement supérieur à moins 2 et x inférieur à 2. Par conséquent, l'ensemble de définition de cette fonction f de x égale Ln de moins x plus 2, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Il faut que x soit strictement inférieur à 2. Donc attention, Ln ici pour cette fonction s'applique à moins x plus 2. Donc c'est moins x plus 2 qui doit être strictement positive, qui doit être dans l'intervalle 0 plus l'infini, et non x. Donc l'expression à laquelle on applique Ln, c'est cette expression qui doit être strictement positive. Et quelle est cette expression dans notre exemple? C'est moins x plus 2. Regardons un deuxième exemple. Exemple 2. Voilà, on donne la fonction g de x égale Ln de 2x moins 3 sur x plus 1. Et là, bien mettre les parenthèses pour délimiter, pour mettre en exergue l'expression à laquelle on applique la fonction Ln. Ici, la fonction Ln s'applique à l'expression 2x moins 3 sur x plus 1. Quelles sont les conditions d'existence de cette fonction g de x? G de x existe si et seulement si, puisque nous avons affaire à une fonction Ln, il faut que l'expression à laquelle on applique Ln soit strictement positive. Et quelle est cette expression? 2x moins 3 sur x plus 1 doit être strictement supérieur à 0. Mais on n'a pas que la fonction Ln. À l'intérieur, on a aussi un quotient. Et à quelle condition un quotient est-il défini? C'est lorsque son dénominateur est différent de 0. Et qui c'est le dénominateur ici? C'est x plus 1. Donc deux conditions d'existence qui doivent être vérifiées simultanément pour que notre fonction g soit définie. D'une part, il faut que l'expression à laquelle on applique Ln soit positive strictement. Et il faut, puisqu'on a en plus de cela un dénominateur, il faut que le dénominateur soit différent de 0. X plus 1 devant être différent de 0, ce qui donne x différent de moins 1, qui est la valeur interdite. Maintenant, il nous reste notre condition 2x plus moins 3 sur x plus 1 strictement supérieur à 0. Il suffit de résoudre cette inéquation qui est une inéquation quotient. Donc, nécessairement, on fait un tableau de signes. Voilà. Pour avoir donc première ligne, le signe du numérateur 2x moins 3. Deuxième ligne, le signe du dénominateur x plus 1. Et enfin, le signe du quotient
2x moins 3 sur x plus 1. De moins l'infini à plus l'infini. Et on obtient donc, à la fin, on va obtenir l'ensemble des définitions de la fonction g. Donc 2x moins 3 s'annule en quelle valeur? Donc 2x moins 3 s'annule lorsque 2x est égal à 3, c'est-à-dire x est égal à 3 demi. Et x plus 1 s'annule en moins 1. Donc les valeurs à placer, les valeurs particulières de x dans le tableau seront dans l'ordre moins 1 et 3 demi. 2x moins 3 s'annule en 3 demi, à droite du signe de A, le 2, à gauche du signe contraire. X plus 1 s'annule en moins 1, à droite du signe de A, 1, et à gauche du signe contraire. Et le signe de quotient dépend du signe donc de son numérateur et de celui de son dénominateur. Il suffit de faire le tableau, le produit des signes, moins par moins, plus fois moins, et plus fois plus, ça donne plus. Et enfin aussi, puisque là nous parlons du quotient, il faut que x soit différent de moins 1. Donc il faut exclure la valeur moins 1. Enfin, quel est donc l'ensemble de définition de notre fonction g? G est défini lorsque le quotient 2x moins 3 sur x plus 1 soit strictement positif et que x doit être différent de moins 1. Et ce quotient, il est positif où? Il est positif là ou bien ici. Donc il est positif là, on remonte l'ensemble de définition donc de G. C'est quel intervalle d de G c'est égal à. Donc l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu depuis le départ puisque x doit être différent de moins 1, ou bien donc union dans l'intervalle 3 demi plus l'infini, et 3 demi aussi exclu parce qu'il faut que le quotient soit strictement positif. Or si x égale 3 demi, le numérateur 2x moins 3 s'annule, par conséquent le quotient aussi s'annule. L'ensemble de définition donc de cette fonction g, gx égale à ln de 2x moins 3 sur x plus 1, elle est définie, cette fonction, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, union 3 demi plus l'infini. Donc, pour trouver l'ensemble de définition d'une fonction ln, la condition à poser, c'est l'expression à laquelle on applique ln doit être strictement positive. Okay? Et puis maintenant, s'il y a des conditions supplémentaires, comme c'est le cas ici, il y a un quotient, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc la fonction ln, nous avons déterminé son ensemble de définitions, nous avons calculé ses limites au bord de son ensemble de définitions, étudié sa branche infinie. L'étape suivante, c'est la dérivée. Et comme on l'avait dit au niveau de la définition de la fonction, elle est dérivable sur ln, donc est dérivable sur 0 plus l'infini. C'était une des conséquences de la définition de la fonction ln. Et quelle est sa dérivée? Donc ln de x prime, sa dérivée c'est égal à 1 sur x, puisque c'est la primitive de 1 sur x qui s'annule en 0. Et cette dérivée étant déterminée, quel est son signe? Nous sommes donc dans 0 plus l'infini, x est dans 0 plus l'infini. Par conséquent, la dérivée elle est strictement positive dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction ln est strictement croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui nous permet d'avoir son tableau de variation. Nous avons la variable x qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction n'est pas définie en 0, elle est définie sur 0 ouvert plus l'infini. La dérivée 1 sur x, elle est strictement positive sur 0 plus l'infini. Et la fonction ln, donc elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque sa dérivée est strictement positive.
Les limites qu'on avait déjà calculées, la limite en 0 plus, c'est égal à moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, nous avons les variations de la fonction ln. Ces variations étant obtenues, nous pouvons passer à la représentation graphique de la courbe représentative de cette fonction. Certes, on pouvait faire un tableau de valeurs pour avoir donc une meilleure représentation de cette fonction, mais notre repère orthogonal Voilà, on récapitule. Donc la fonction, dans l'étude, on a rencontré donc, une asymptote oblique, asymptote verticale d'équation. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus, on avait trouvé plus l'infini. Comme conclusion graphique, on avait dit que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale 0 qui coïncide avec l'axe des ordonnées. Voilà l'asymptote verticale. Donc on retrace ça pour mettre en évidence notre asymptote. Et le codage donc pour indiquer que c'est une asymptote verticale, c'est une asymptote à la courbe, l'asymptote verticale d'équation x égale 0. Cette fonction, elle s'annule en 1, cela veut dire que ln de 1 égale 0. Donc la courbe représentative passe par le point de coordonnées 1, 0 qui est là. Ensuite, puis, voilà, on n'a pas pris des valeurs, donc un tableau de valeurs, il suffit de tracer la courbe. Depuis moins l'infini, à droite de l'asymptote verticale x égale 0, qui est là, l'asymptote verticale, à droite et en moins l'infini, on est là, la courbe donc, la fonction croît en coupant l'axe des abscisses en 1, et puis continue à croître vers plus l'infini. Et là, il y a deux possibilités. Elle peut croître vers plus l'infini, là, comme ça, ou bien croître vers plus l'infini, comme ça. Et là, nous l'avons déjà déterminé tout à l'heure, lorsqu'on a calculé la limite, lorsque x tend vers plus l'infini du quotient f de x sur x. On avait trouvé 0. Et quelle était la conclusion tirée de ce résultat? Que la courbe admettait une branche parabolique de direction OX, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est celle-là. Une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, cela veut dire que donc, la courbe, elle fait comme ça, et non donc comme ça. Voilà la courbe représentative donc, de la fonction ln. Et de cette représentation graphique, on va encore en tirer quelques conséquences de cette représentation graphique, donc des conséquences sur la fonction ln. Voilà. Donc, on récapitule. La fonction ln est définie sur 0 plus l'infini. Sa dérivée 1 sur x, strictement positive. Et puis, les limites qu'il faudra retenir. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x qui est égal à plus l'infini. Voilà. La limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x qui est égal à moins l'infini. Et la troisième que nous avons calculée, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Voilà les trois limites qu'il faut retenir pour l'instant. On va compléter la liste des limites de référence tout à l'heure. Donc la fonction ln, voilà sa courbe représentative sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et de cette représentation graphique, nous pouvons déterminer quelques conséquences de la représentation graphique
de la fonction ln. Donc pour la deuxième fonction f, encore une fois, l'objectif c'est de calculer seulement la dérivée de cette fonction x carré moins 3x moins ln de x. Là nous avons la somme de trois termes et comme vu précédemment, la dérivée de la somme c'est égal à la somme des dérivées. Par conséquent, dérivée donc de f directement, f' de x est égal à dérivée de x carré 2x, dérivée de moins 3x moins 3 et dérivée de ln de x c'est 1 sur x vu dans la définition de la fonction ln. Et donc la dérivée de cette fonction f c'est 2x moins 3 moins 1 sur x. Et il ne reste plus qu'à réduire au même dénominateur, ce qui donnera donc 2x carré moins 3x moins 1, le tout sur x, et voilà la dérivée de cette fonction f. Et encore une fois, ce qui nous intéresse dans cette partie, c'est de pouvoir dériver une fonction. Donc une fonction f étant donnée, trouver, donc déterminer sa dérivée, maintenant, après avoir justifié sa dérivabilité et trouver donc son ensemble de dérivabilité. F, notre deuxième fonction, x carré moins 3x moins ln de x, c'est la somme de trois termes, et dérivée de la somme, c'est égal à la somme des dérivées. Dérivée de x carré 2x, dérivée de moins 3x, c'est égal à moins 3, et dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x par définition même de la fonction ln. Ce qui nous donne donc cette fonction dérivée de notre deuxième fonction f. Et enfin, la troisième fonction f, donc f de x est égal à ln de x sur x carré. Nous avons ici à dériver le quotient de deux fonctions. Qui sont lesquelles? Le numérateur ln de x et le dénominateur x carré. Donc le numérateur c'est q, c'est u, donc, et le dénominateur v, c'est égal à x carré. Donc u prime dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et v' dérivée de 2x, 2x carré, c'est 2x. Par conséquent, la dérivée de la fonction f, f' de x, c'est égal à u' 1 sur x, fois v facteur de x carré, moins v' 2x, fois u facteur de ln de x, sur v au carré, sur x carré au carré. Il ne reste plus qu'à arranger tout ça. Donc f' de x est égal à 1 sur x fois x carré, ça donne x, moins 2x ln de x, et le tout sur x puissance 4. Voilà la dérivée de cette troisième fonction f de x. f' de x, f est sous la forme u sur v, ln de x sur x carré, sa dérivée u'v moins v' sur v carré. Donc il est préférable de bien poser u et v, calculer u', calculer v' et appliquer la formule appropriée. Dérivée d'un quotient u'v moins v' sur v carré. Et voilà donc pour dériver une fonction ln. Les anciennes formules de dérivation sont toujours là, les anciennes formules de dérivée, donc u sur v, u'v moins v' sur v carré, u fois v, u plus v, etc. Et en plus de ces formules, vous avez maintenant la formule de la dérivée d'une fonction ln, ln de u, sa dérivée c'est égal à u' sur u. Et enfin, le dernier paragraphe, donc, étant donné une fonction f, voilà, il faut savoir trouver une primitive de cette fonction. Donc nous en sommes à grand 3, voilà, les primitives. Primitives avec fonction ln. Donc le théorème est le suivant. Si u de x est une fonction donc dérivable, si u est une fonction dérivable et non nulle
sur un intervalle I, si U est une fonction dérivable et non nulle sur un intervalle I, alors la fonction f définie par quel que soit x appartenant à I, f de x égale u' de x sur u de x, une fonction qui s'écrit sous cette forme, a pour primitive grand f de x c'est égal à ln de valeur absolue de u de x plus une constante. Donc, nouvelle formule de primitive, une fonction qui peut s'écrire sous la forme u' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u plus une constante. Et si vous vous rappelez bien, le cours sur les primitives, on avait vu donc les primitives des fonctions s'écrivant sous la forme u' sur u puissance n. Et dans ce cas, on avait précisé que n devait être un entier naturel différent de 1. Donc, dans ce cas, une primitive de telle fonction, c'est moins 1 sur n moins 1 que multiplie u à la puissance n moins 1 plus une constante. Mais ici, il fallait que n soit différent de 1. Parce que lorsque n est égal à 1, on obtient u' sur u, et u' sur i n'est plus donné par cette relation, mais par la nouvelle que nous venons de voir. Donc u' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u. Voilà. Plus une constante. Nouvelle formule de primitive donc qui vient compléter les formules de primitive précédemment vues. U' sur u puissance n, un entier naturel différent de 1, moins 1 sur n moins 1, une puissance n moins 1. Mais u' sur u, dans le cas où n égale 1, a pour primitive ln de valeur absolue de u. Exemple, on donne f de x, c'est égal à 2 sur x moins 5. Question, trouver les primitives de f. Donc f de x étant donné, on nous demande donc de trouver l'ensemble de toutes les primitives de cette fonction f. Pour cela, il suffit d'écrire f sous l'une des formes donc, que nous avons déjà vu, ou bien cette nouvelle forme pour trouver une primitive de f. Donc f de x c'est égal à 2 sur x moins 1. Donc ce n'est pas la forme u' sur u puissance n, parce que ici la puissance est 1. Ce n'est pas la forme u' sur racine de u. On regarde si c'est la forme u' sur u. Et dans ce cas, qui sera u? On pose u, c'est égal au dénominateur x moins 1. Donc, si u égale x moins 1, c'est ce qui nous permet d'avoir u', c'est égal à 1. Par conséquent, notre fonction f, on peut l'écrire sous la forme de que multiplie 1 sur x moins 1. C'est-à-dire 2 que multiplie 1, c'est u' et x moins 1, c'est u. Voilà. Donc, f étant écrit sous la forme u' sur u avec le coefficient 2, d'après notre théorème précédent, une primitive de f s'écrira sous la forme grand F égale à 2 ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire x moins 1 plus une constante. Et voilà notre primitive grand F. Donc, u' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u plus une constante. Là, il fallait mettre 2 en retrait, en facteur. Il reste 1 sur x moins 1 et imposer u égale x moins 1, u' égale 1, et là on obtient u' sur u, et u' sur u a pour primitive qui ln de valeur absolue de u d'après ce théorème. Et donc, à l'issue de ce dernier théorème, les fonctions ln
Donc, nous n'aurons plus de secret pour vous. Maintenant, vous devez être en mesure d'étudier n'importe quelle fonction Ln, de l'étude jusqu'à sa représentation graphique. Calculer ses limites, déterminer son ensemble de définitions, déterminer sa fonction dérivée, étudier son signe et éventuellement construire sa courbe représentative. Ce qui fera l'objet donc du prochain cours sur les TD, donc les travaux dirigés d'études de fonctions et surtout d'une fonction Ln et de trouver les déterminations d'une primitive d'une fonction qui peut s'écrire sous la forme U' sur U.